Bonjour. Alors, c'est notre dernier cours. Et donc, aujourd'hui, on va regarder les populations vulnérables et l'accès aux soins palliatifs. Mais avant, je vais vous donner un peu des statistiques sur l'accès aux soins palliatifs de la population en général. Donc, la semaine dernière, on a regardé l'aide médicale à mourir, qui est maintenant la loi C-14. Évidemment, pour les personnes qui sont aptes et qui sont en fin de vie. Mais la question qu'on peut poser, est-ce que l'accès de l'aide médicale à mourir, qui est effectivement une intervention médicale, est-ce que c'est un soin? C'est une question qui reste ouverte et qu'on a débattue, effectivement, qui encore cause beaucoup de conversations, d'articles, etc. Et justement, je vais vous remettre votre analyse du cas numéro 3 plus tard cette semaine, mais aussi vous avez donc à remettre pour la fin, le 23 avril, votre travail, donc votre travail de session qui doit porter sur un enjeu éthique et la fin de vie. Donc, j'ai demandé environ 8 à 10 pages, ce qui veut dire de 2000 à 2500 mots. Ça peut être plus long, c'est aucun problème. Et au moins 5 références différentes, ce qui n'est pas beaucoup. Au fait, habituellement, on dit une référence par page, mais enfin, là, je vous ai donné 5. Vous pouvez excéder. Et donc, le travail est sur les explications, c'est sur Brightspace. Vous allez voir sous l'onglet Travail. Si vous voulez que je regarde une version ou votre question de recherche, vous pouvez me l'envoyer par courriel. Je vais regarder, je vais vous donner des commentaires et je vais vous remettre ça par courriel, évidemment. Si vous voulez discuter avec moi, soit face à face ou par téléphone ou par Skype, c'est très possible aussi. Je suis très accessible, mon horaire est flexible, évidemment. Alors, je suis là pour ça. Alors, profitez-en. Parce que des fois, lorsqu'on écrit un travail, on pense qu'on est tellement dans le travail que on voit pas les points qui pourraient être moins clairs parce que vraiment on a ça dans la tête. Et c'est bien d'avoir une lecture de quelqu'un d'une autre personne, effectivement. Et aussi, je vous rappelle, le français écrit, c'est important. Donc, vous devez porter attention à votre expression écrite. Et si vous avez besoin d'aide pour la recherche, la bibliothèque, les bibliothécaires sont toujours des experts, effectivement, et ils sont toujours prêts ou prêtes à vous aider. Et vous pouvez même le faire en ligne. Alors, vous avez les ressources ici, profitez-en. Donc, l'accès aux soins palliatifs pour la population en général, c'est les statistiques qui viennent de l'Institut canadien de l'information en santé, ou CIHI en anglais, Canadian Institute for Health Information, qui enfin a beaucoup d'informations sur enfin l'accès aux soins, etc. au Canada. Donc, les soins palliatifs dans la communauté, c'est-à-dire dans sa maison, etc., il y a moins de 15% de la population qui a accès. Ceux qui reçoivent les soins palliatifs, 62% des Canadiens ou Canadiennes vont recevoir les soins palliatifs lorsqu'ils sont dans un hôpital de soins aigus. Ce qui n'est pas idéal, évidemment, parce que la vocation d'un hôpital de soins aigus, c'est justement le curatif. Et souvent, on est dans une aile de l'hôpital, ça a l'air d'un hôpital, etc. Donc, c'est quand même pas des conditions idéales. Et 47%
des personnes qui demandent une place de fin de vie, une place dans un hospice, donc un endroit plus approprié pour recevoir des soins de fin de vie. 47% de ces personnes-là décèdent avant d'arriver à l'endroit où ils pourraient recevoir des soins. Je vais vous donner des statistiques qui sont pas sur les diapos. Donc, les personnes qui ont un cancer auront accès, ils auront un accès dans un ratio de 3:1 aux soins palliatifs, c'est-à-dire que les personnes qui ont le cancer, justement, vont avoir la possibilité, enfin, d'avoir un accès aux soins palliatifs beaucoup plus que ceux qui vont décéder de d'autres maladies. Certaines façons, on peut l'expliquer parce que justement, l'oncologie, ça a été la maladie où on a étudié le progrès des différents cancers et aussi des soins palliatifs. Donc, des soins palliatifs pour l'oncologie aussi, ça veut dire des soins à long terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas curatifs, mais qui aident la personne à vivre, à gérer sa maladie, et aussi les soins palliatifs de fin de vie. Et aussi les Canadiens et Canadiennes qui ont entre 45 et 74 ans auront un accès plus facile aux soins palliatifs que les personnes qui sont plus jeunes et les personnes qui sont plus âgées. Et ça pourrait peut-être s'expliquer exactement parce que enfin, ces personnes-là, peut-être, c'est là que le cancer se développe. Alors, c'est intéressant de voir les différentes statistiques que le gouvernement garde, effectivement, mais c'est sur la population générale. Aussi que il faut se rappeler que les médecins sont mal à l'aise ou se sentent mal formés pour les soins, pour enfin parler soit de soins palliatifs ou d'informer la personne au sujet des soins palliatifs. Et on peut expliquer ça aussi en disant que les médecins qui ne sont pas formés en oncologie, par exemple, les neurologues, donc ils sont tellement spécialisés que la spécialisation de soins palliatifs, c'est autre et donc c'est un peu en dehors de leur domaine. Alors déjà, avec la population en général, si on veut, l'accès aux soins palliatifs n'est pas garanti, c'est pas facile. Et je vous ai donné un article, Enfin chez soi, qui regarde le rôle des bénévoles dans une maison de soins palliatifs pour les personnes sans abri. Et jusqu'à date, je crois que cette maison, qui fait partie de la mission d'Ottawa, Ottawa Mission, a 21 lits. C'est pas beaucoup, hein, 21 lits pour les personnes sans abri quand on compte le nombre de personnes sans abri. Donc, c'est une situation complexe, évidemment, parce que ces personnes-là ont été sans abri, peuvent aussi avoir des différentes maladies, mais peuvent avoir aussi des situations de santé mentale qui vont peut-être exacerber leur fin de vie, c'est-à-dire leur approche à leur fin de vie. Et souvent, les hospices, les maisons de fin de vie ont beaucoup de bénévolat. Donc, on a le corps infirmier, mais aussi on a besoin du soutien des bénévoles. Alors, c'est ça, les bénévoles sont formés pour la soin de vie, mais il faut qu'ils soient formés aussi, dans ce cas-ci, pour être capables de gérer les problèmes de société mentale ou enfin d'être capable de tolérer, si on veut, et de naviguer avec les problèmes de santé mentale que les personnes sans-abri auraient. Et donc, aussi, si on regarde comment l'architecture, si on veut, ou l'idée de l'hospice, c'est comme une maison. Hein? On veut que ça soit un chez-soi. Et parce que la population en général a eu un chez-soi.
Il y a une salle de visiteurs aussi. Alors, c'est déjà, on impose, si on veut, ou on présume que tout le monde a eu un chez-soi, tandis que les personnes sans-abri n'ont pas vraiment eu euh, cette modalité de vie. Alors déjà, ça l'indique que la population, c'est une population qui a des besoins plus spécifiques. Et je vous ai donné le site web, justement, si vous voulez regarder, ça c'était un article en anglais de Radio-Canada, justement, sur la mission d'Ottawa. Alors, ça devient un problème important auquel il faut faire face. Il y a beaucoup de personnes sans abri. Ces personnes-là vont enfin vieillir et vont avoir besoin de soins qui ne sont pas curatifs, de soins de fin de vie, effectivement, comme tout le monde. Alors, les défis, justement, c'est que la famille des bénévoles devient une famille substitut, qui est un peu différent de quelqu'un qui serait la population générale, qui serait dans un hospice avec une famille déjà. Alors, on peut dire que les bénévoles deviennent peut-être plus importants parce qu'ils doivent gérer les problèmes que la personne qui était sans abri pourrait avoir, mais aussi qu'ils deviennent un individu important dans le parcours de cette personne-là. Alors, justement, les chercheurs ont noté que ça demande des habiletés assez spécialisées et aussi que ça demande une certaine continuité de soins. Et ça, on reconnaît partout que quand on navigue d'un système de santé à un autre, que les soins peuvent changer, mais que quand même, on doit avoir une certaine continuité. Alors, on parle de ça justement à la page 145. C'est ça que justement, il faut avoir cette continuité qui n'est pas évidente dans la population en général, mais aussi pour les sans-abri qui n'ont peut-être pas reçu une très grande continuité de soins parce qu'ils étaient sans-abri. Est-ce qu'il allait à l'hôpital, par exemple, si une personne est un peu paranoïaque, peut avoir peur de se présenter à l'urgence, même si elle a une pneumonie, parce qu'elle va penser qu'on va lui glisser certains médicaments. Alors, c'est ça, il y a beaucoup d'enjeux qui deviennent importants dans cette population et qui demandent, c'est ça, une formation, mais aussi des soins spécialisés. Et enfin, c'est un sentiment de chez soi que enfin, et c'est le titre de l'article, enfin chez soi, que les personnes sans abri ont un endroit qui est le leur. Enfin, enfin. Ce qui, c'est un peu, enfin, c'est triste de voir ça, mais c'est la condition, en fait, des sans-abri. Alors, ça pose une question sur tout le parcours et comment une ville va gérer la communauté et l'accès à un endroit qu'on peut appeler un chez-soi, par exemple, pour la population des sans-abri en général. Alors, le sentiment de chez soi, évidemment, on a son lit, mais aussi c'est la communauté de bénévoles et aussi des personnes en fin de vie. Alors vraiment, on est comme dans une communauté, enfin, où il y a un soutien, puis un soutien qui peut être très personnalisé, par exemple. Alors ça, c'est un endroit qui démontre les défis des soins palliatifs, évidemment. Il y en a un autre que j'ai pas mis sur, je vous ai pas donné une lecture parce qu'il n'y a pas beaucoup qui est publié sur soi, mais sur ça. Mais justement, je regardais les prisonniers, par exemple, n'ont pas accès à l'aide médicale à mourir. Donc, les prisons sont des endroits où les droits des individus sont évidemment limités,
mais moi, je croyais qu'on avait accès partout à l'aide médicale à mourir, mais pas dans les prisons. Alors, je vous ai donné un exemple en anglais d'une recherche qui vient de la Saskatchewan. Tout ça pour dire que l'accès à la médecine, aux soins médicaux, aux soins aigus en prison ne sont pas aussi bons qu'on pourrait penser. Au fait, j'ai été quand même assez surprise de voir que l'accès aux soins médicaux peut être enfin assez restreint, même des soins aigus dont on a besoin, et que de facto, les soins, on s'aperçoit qu'on a une population vieillissante en prison, donc qui demande des soins adaptés, mais aussi des soins de fin de vie, par exemple. Alors, justement, cette recherche fait état qu'il n'y a pas beaucoup de publications sur les prisonniers et leur accès aux soins et que, justement, individuellement, les prisonniers sont sans voix. Et donc, on a besoin d'informations, de savoir qu'est-ce qui se passe dans les prisons, quelle sorte d'accès et comment on pourrait aussi former d'autres prisonniers pour venir en aide à ceux qui sont en fin de vie, ou c'est-à-dire soit du bénévolat, comme on le fait, par exemple, dans le cas de la mission d'Ottawa. Et justement qu'il y a très peu de recherche qui se fait. Alors vraiment, c'est un endroit, si on veut, qui est loin de notre regard. Et aussi, évidemment, ce qu'on pense des prisonniers qui, enfin, servent une peine, déjà, ça les rend assez vulnérables. Et aussi, j'aurais dû vous le dire au début aussi, le système médical en prison ne relève pas le même système que le reste des Canadiens. Donc, ils ne font pas partie de la loi canadienne sur l'accès à la santé. La loi canadienne sur la santé, les prisons sont gérées différemment. Les prisons et les forces armées sont séparées. Alors, décidément, là, on voit qu'il y a des inégalités et même des trous assez importants dans l'accès à la santé. Enfin, vous pouvez lire ça, ça vous donne une idée, mais je voulais simplement vous montrer comment on pense souvent le Canada, tout le monde a accès aux soins, c'est merveilleux ici, c'est pas les États-Unis, mais il y a des différences importantes durant de différents groupes et aussi de types de soins. Donc, les soins aigus, oui, à l'hôpital, mais lorsqu'on sort du modèle de soins aigus, qu'on passe des soins long terme, chroniques, et des soins palliatifs, on voit que l'accès est pas équitable et qui diffère beaucoup d'une région à l'autre du Canada et même de différentes populations. C'est ça. Alors, l'autre article que je vous ai donné, c'est sur les enfants, des tout petits, comme dit. C'est un article, un chercheur français, une chercheuse française, je devrais dire. Et encore, ça met en relief certains problèmes de soins lorsqu'on arrive à la fin de vie. Alors, l'auteur note que les enfants, surtout les nouveau-nés, n'ont pas une existence sociale. Et ça, j'ai trouvé intéressant, et c'est vrai, hein, justement, l'existence sociale, c'est d'être reconnu par la famille, lorsqu'on a vécu, donc un enfant de 5-6 ans a une existence sociale, évidemment, mais un nouveau-né, évidemment, est nouvellement arrivé et on n'a pas créé les liens avec l'enfant. Peut-être qu'on l'a même pas nommé encore, ou enfin. Alors, c'est ça.
qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on n'a pas d'existence sociale. Et si on pense justement en lien avec les sans-abri, leur existence sociale et enfin, souvent, ils sont presque invisibles. Les prisonniers sont invisibles aussi. Alors, c'est ça ici, l'accès aux soins et comment on voit ou on reconnaît la personne comme étant une personne qui doit recevoir des soins. Alors, ça vient aussi du fait que cette personne-là a une place dans la société. Alors, c'est ça. Déjà, l'existence sociale est peut-être inexistante. En même temps, l'accompagnement, évidemment, est complexe. Hein, et là, j'ai noté la page 568, la deuxième page de l'article, le deuxième paragraphe complet, que l'auteur note que le deuil est un processus naturel physiologique et effectivement, là, ici, on a une femme qui a accouché, un nouveau-né que donc les parents s'attendaient possiblement à beaucoup de joie. Et là, on arrive à une situation qui est effectivement très difficile, qui peut soit que l'enfant va vivre, si l'enfant est prématuré par exemple, peut vivre juste quelques heures, quelques jours. Alors, ça rend le processus de deuil encore plus complexe parce que justement, il se greffe sur l'arrivée du nouveau-né. Alors là, l'auteur parle aussi des complexités légales qui, bon, enfin, ça, on peut les laisser de côté. Mais dans le processus, par exemple, du fait que le nouveau-né a un problème, une pathologie létale, donc là, le médecin doit l'annoncer aux parents, ce qui peut être difficile. Et aussi, il y a une décision à prendre. Donc, est-ce qu'on continue de donner des soins ou on arrête de donner des soins? Alors, les parents ont droit de refuser de donner des soins. C'est pas la même chose que l'aide médicale à mourir, effectivement, toujours un droit de refus. Alors, c'est la décision. Est-ce que les soins vont prolonger la souffrance, donc prolonger la mort, au lieu de donner la vie, effectivement, ou enfin, la décision de refus de soins, c'est que le décès ça va être une possibilité de bonne mort on peut dire que ça peut être pour les parents plus que pour le nouveau-né qui ne se rend pas compte, évidemment, mais quand même qui peut souffrir. Mais la décision de refus de soins, elle nous précise que c'est pas, il faut comprendre, et ça on a parlé tout le long, que ce n'est pas, on fait plus rien. Il va y avoir des soins de confort, donc qui seront appropriés à l'enfant, donc adéquats pour, enfin, gérer la souffrance, etc. Donc, c'est ça ici, qu'on va donner des soins de confort au nouveau-né qui, enfin, ne sera pas en détresse. Hein? C'est ça qu'on veut quand même, on ne veut pas que le nouveau-né soit en détresse. On parle de détresse, hein? Une détresse qui peut se voir, l'enfant pleure, etc. Alors, les soins de confort sont là pour soutenir. Comme elle nous dit à la page 575, quand un accompagnement de fin de vie est envisagé, les parents doivent être parfaitement informés de sa signification. Il ne s'agit jamais d'un arrêt de soins, mais toujours d'un nouveau projet médical dont l'objectif est d'assurer le confort de l'enfant. Donc, la prise en charge de la douleur et du stress, évidemment.
et le respect de ses compétences. Donc, lorsque c'est un enfant qui est un peu plus âgé qu'un nouveau-né. Donc, les parents, ils sont associés et l'équipe doit laisser une large place à leur initiative. Alors, c'est ça qu'on parlait, hein, de l'accompagnement ici. Alors, l'accompagnement se fait évidemment de l'enfant pour soulager sa détresse, surtout physique si c'est un enfant très jeune, mais aussi ici, ce qui est significatif, ce sont les parents. Donc, les parents doivent être soutenus et accompagnés. Et aussi, ils peuvent avoir évidemment de la difficulté à arriver à une décision. Hein, quand on voit son enfant et qu'on doit prendre une décision médicale, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux. On peut se sentir responsable, coupable, etc. Donc, l'équipe doit gérer tous ces composantes qui sont encore plus complexes que pour une personne qui décide elle-même comment arriver à sa fin de vie. Alors, tout ça pour vous dire que le cadre, et je vous ai donné le projet de Santé Canada qui regarde le cadre sur les soins palliatifs au Canada. On en parle évidemment de plus en plus. Alors, la vision du cadre, c'est que justement, on reconnaît que tous les Canadiens sont affectés par les problématiques qui touchent la fin de vie, soit pour eux-mêmes ou pour d'autres, qu'ils soient parents ou enfin amis. Donc, que tous les Canadiens et Canadiennes atteints d'une maladie qui limite la qualité de vie, aussi qui limite la vie, puissent atteindre le plus haut niveau de qualité de vie possible jusqu'à la fin. Ce qui veut dire, enfin, que on devrait avoir un accès équitable pour tous les Canadiens et Canadiennes enfin, quel que soit leur milieu, et là, justement, ils disent, quel que soit leur âge, leur langue, où ils vivent, et vous noterez qu'ils parlent de l'incarcération, la situation économique ou hébergement, l'emplacement géographique. Et enfin, si vous allez sur le site web, vous allez voir une carte du Canada avec les différentes provinces. Niveau de capacité physique, mentale et cognitive. Alors, je vous laisse avec ça justement parce que si le cadre est que l'accès soit équitable, justement, on a vu, en fait, pour l'incarcération, ce n'est pas le cas. Pour la situation économique ou d'hébergement, encore, ce n'est pas le cas. Et hébergement, je dirais, en soins de longue durée, par exemple, on n'a souvent pas accès aux soins palliatifs. On fait, comme dans le cas de Marguerite, on voit un transfert aux soins aigus lorsqu'elle aurait dû avoir des soins dans son centre d'hébergement. Alors, je vous laisse avec une dernière question. Les soins palliatifs, un droit fondamental. Et comment peut-on enfin en arriver? Parce qu'il va falloir, c'est une question qui reste très importante. Alors, c'est la fin de notre cours. Je vous remercie d'avoir été là, de vos contributions. J'ai beaucoup aimé vos analyses de cas. J'ai bien hâte de lire vos travaux. Encore une fois, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, on peut se rencontrer. Et je vous souhaite un bon succès dans vos autres cours et un bel été et printemps, même si ça n'a pas commencé encore. Et enfin, je voudrais remercier Janet qui a été notre soutien technique et sans Janet, il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de cours. Alors, merci Janet et merci aussi à toute la technique. Alors, à la prochaine.